Il y a 2 jours, alors que les Juifs du monde entier commémoraient l'assassinat de 6 millions de personnes, une étude majeure a confirmé que 2025 a été l'année la plus meurtrière pour les violences antisémites depuis plus de 30 ans. Aujourd'hui, je voudrais poser une question simple mais sérieuse. Qu'est-ce qui nous protège réellement? Et peut-être plus important encore, qu'est-ce qui ne nous protège pas? Je suis Ilan Zeldiamant et voici la loi fondamentale. Avant de commencer, pendant que nous enregistrons, l'une des plus grandes affaires juridiques, politiques et judiciaires de l'histoire d'Israël se déroule actuellement à la Cour suprême. L'affaire tourne autour de la question de savoir si la Cour peut ou doit forcer la révocation du ministre Ben-Gvir sans aucune base pénale pour le faire. Cette affaire touche au cœur de la gouvernance et pourrait provoquer un affrontement majeur entre la coalition et la Cour. Mais comme cela se passe au moment même où nous enregistrons, j'en parlerai dans notre prochain épisode et aujourd'hui, je ne vais pas me concentrer sur le chaos israélien, mais sur quelque chose qu'Israël offre, selon moi, aux Juifs du monde entier. Et donc, avec cela, revenons à l'état de l'antisémitisme, les chiffres. L'Université de Tel Aviv a publié cette semaine son rapport annuel sur l'antisémitisme. 20 Juifs ont été assassinés lors d'attaques antisémites l'année dernière, 15 lors d'une célébration de Hanouka à Bondi Beach à Sydney, 2 dans une synagogue de Manchester pendant Yom Kippour. Dans l'ensemble, les incidents sont restés élevés après le cessez-le-feu à Gaza, une situation que les chercheurs décrivent comme une réalité normalisée. Le même rapport a noté que les agressions physiques ont augmenté même dans les pays où le nombre total d'incidents a diminué, et qu'à travers le monde, les incidents antisémites restent de plusieurs dizaines de points de pourcentage supérieurs à la période précédant la guerre. Et comme nous l'avons souvent mentionné ici, aux États-Unis, les données 2024 du FBI ont enregistré le plus grand nombre de crimes haineux anti-juifs depuis que l'agence a commencé à les recenser en 1991. Les Juifs ne représentent que 2% de la population américaine et ils ont été les victimes de 70% de tous les crimes haineux à caractère religieux. Il n'y a pas si longtemps, beaucoup plus de Juifs se sentaient en sécurité dans beaucoup plus d'endroits. Selon l'enquête de l'AJC de 2025, plus de 9 Juifs américains sur 10 se sentent désormais moins en sécurité en tant que Juifs aux États-Unis, alors qu'ils n'étaient que 77% un an plus tôt. 55% ont déclaré avoir modifié leur comportement par crainte de l'antisémitisme au cours de l'année écoulée. 41% ont cessé d'afficher ouvertement des signes de leur identité juive en public et 30% évitent désormais complètement certains lieux ou événements. Il y a eu des changements spectaculaires en seulement quelques années, et nous en sommes maintenant arrivés à un point incroyable où beaucoup d'entre vous peuvent probablement se souvenir d'au moins un événement horrible de violence anti-juive qui a fait la une de la presse internationale. Peut-être s'agissait-il du meurtre, en mai 2025, de 2 jeunes employés de l'ambassade d'Israël, Yaron Leshinsky et Sarah Milgrim, à seulement quelques jours de leur fiançailles. Ou bien il y a eu l'attaque inspirée par le Hezbollah le mois dernier, lorsqu'un homme a foncé avec un camion chargé d'essence et de feux d'artifice dans le temple Israël, dans le Michigan. Parmi les autres attaques récentes, on compte 3 synagogues canadiennes prises pour cible par des tirs, une synagogue à Liège, en Belgique, qui a été visée par un attentat à la bombe, et une synagogue à Rotterdam incendiée. En janvier 2026, une synagogue à Jackson, dans le Mississippi, a été incendiée et des rouleaux de la Torah ont été détruits. Pendant ce temps, la négation de l'Holocauste se répand rapidement sur les réseaux sociaux et la Cour internationale de justice, créée sur les ruines de la Seconde Guerre mondiale, examine une affaire de génocide contre Israël, portée par l'Afrique du Sud et à laquelle se sont joints plus d'une douzaine de pays. Et les exemples continuent encore et encore. La forte hausse de l'antisémitisme, vraiment sous plusieurs formes différentes d'antisémitisme, toutes en même temps venant de nombreuses directions, a de nombreuses causes profondes. Et aucune ne doit diminuer la responsabilité morale de ceux qui attisent les opinions et les actions antisémites. Mais ce qui m'intéresse le plus, c'est dans quelle mesure les personnes concernées peuvent agir à ce sujet à court et à long terme. Et ici, je pense que nous devrions nous concentrer sur la question de savoir si nous évaluons correctement les menaces qui pèsent sur nous. Et si les efforts considérables que nous déployons pour lutter contre l'antisémitisme, déjà je vais principalement me concentrer aujourd'hui sur l'éducation à la Shoah, donnent ou peuvent même donner les résultats que nous souhaiterions. Aujourd'hui, 29 États américains exigent l'enseignement de la Shoah dans les écoles. Des pays allant de l'Autriche à l'Australie ont adopté des lois rendant obligatoire l'enseignement de la Shoah et certains interdisent carrément la négation de la Shoah.
Le Musée mémorial de la Shoah des États-Unis fonctionne avec plus de 150 millions de dollars par an grâce à des financements publics et privés. Au total, on parle de centaines de millions de dollars et des efforts nationaux, étatiques et locaux à travers le monde pour sensibiliser à cette question, dans la conviction que cette éducation favorise la tolérance et offre des outils pour enrayer les haines sociétales et le fascisme d'État dès leur apparition. Mais quelle est la situation réelle? Eh bien, la Claims Conference enquête chaque année sur les connaissances et les attitudes sur ces questions dans plusieurs pays, et selon presque tous les critères imaginables, connaissance de base sur la Shoah, reconnaissance des stéréotypes antisémites, conscience de ce qui s'est passé. Les chiffres évoluent dans la mauvaise direction. Près de la moitié des Américains ignorent le nom d'un camp nazi ou d'un ghetto. Un jeune Américain sur 10 croit que les Juifs sont responsables de l'Holocauste. Et pendant ce temps, les crimes haineux atteignent des niveaux records. Donc, je pense vraiment qu'il est légitime de se demander si les défenseurs des modes actuels d'enseignement de l'Holocauste ont correctement identifié la menace et les réponses à y apporter. Il existe aujourd'hui un courant de pensée sérieux qui attribue au moins une partie de l'insuffisance de notre réponse à l'antisémitisme moderne à la manière dont l'enseignement de l'Holocauste a été conçu. Je trouve certains aspects de cette idée convaincants et j'ai envie de les partager, mais je le fais avec toute l'admiration que j'ai pour les personnes et les organisations qui se sont consacrées à cette mission louable, quoi qu'il en soit. L'enseignement de l'Holocauste en Occident a été conçu principalement pour transmettre à tous une leçon universelle sur la tolérance et les préjugés. L'hypothèse était que la haine des Juifs était un problème réglé. Et les critiques suggèrent que 3 choses n'ont pas fonctionné dans ce paradigme. Premièrement, cette approche a été pensée pour un monde où la Seconde Guerre mondiale et la Shoah restaient dans la mémoire vivante. Une enquête de RAND en 2025 a révélé que les supports pédagogiques les plus utilisés se concentraient presque entièrement sur les horreurs et ne disaient presque rien sur l'antisémitisme qui les a rendus possibles. L'historien Daniel Green affirme que les postulats à la base de nos programmes scolaires sont tout simplement, je cite, incapables de répondre aux conditions auxquelles nous sommes confrontés aujourd'hui. Deuxièmement, les tentatives de rendre la Shoah plus compréhensible et accessible en transformant son histoire en un récit universel d'intolérance et de troubles politiques ont effacé ce qui rend l'antisémitisme unique, car il ne s'agit pas d'une haine générique. Il possède une logique spécifique, une tradition séculaire qui consiste à présenter les Juifs comme la source cachée des maux de la société. Dara Horn l'exprime directement dans son livre People Love Dead Jews et dans son essai de 2023 dans The Atlantic, L'enseignement de la Shoah aggrave-t-il l'antisémitisme? L'hypothèse fondamentale, qui perdure depuis près d'un demi-siècle, est que l'apprentissage de la Shoah immunise les gens contre l'antisémitisme. Mais, dit-elle, ce n'est pas le cas. En d'autres termes, utiliser les Juifs morts comme symbole n'aide pas nécessairement les Juifs vivants. Et troisièmement, en se concentrant sur les anciennes formes de haine des Juifs, certains disent que nous n'étions pas préparés aux nouvelles. La chercheuse Naya Lecht, dans Scaffolding Anti-Zionism, The Hate We Missed, montre comment l'antisémitisme mute d'une variante à l'autre. Anti-judaïsme, antisémitisme racial et maintenant antisionisme. Ce qui est frappant à ce sujet, cependant, c'est que l'antisionisme n'était pas nouveau. Il fait partie intégrante de l'existence juive depuis la création de l'État. La résolution de l'ONU assimilant le sionisme au racisme, appliquée de 1975 à 1991, n'en est qu'un exemple. Et pourtant, la communauté juive a passé beaucoup de temps à essayer d'établir des distinctions claires entre l'antisionisme et l'antisémitisme qui, du moins aujourd'hui, devraient être de moins en moins convaincantes. Parallèlement à ce processus, alors que l'imagerie nazie devenait toxique dans la société, autre chose s'est produite. Le langage du génocide, d'oppresseurs et de victimes, de bourreaux et d'innocents, a été dépouillé de son contenu juif dans le milieu universitaire. Il a été universalisé puis retourné contre Israël. Marlène Gallner retrace exactement cela en Allemagne, un pays qui a construit une culture mémorielle de la Shoah extraordinaire, pleurant les Juifs morts avec une grande solennité, puis utilisant le même vocabulaire pour condamner l'État juif bien vivant. Le chemin qui mène du mémorial de la Shoah de Berlin à l'affaire de génocide devant la CIJ est vraiment aussi court. Alors, à quoi ressemblerait une approche différente? Eh bien, j'ai 2 réflexions loin d'être exhaustives que j'aimerais partager avec vous, et j'aimerais beaucoup entendre les vôtres. Les fidèles de cette émission savent que je pense qu'une des clés est de changer notre façon, en tant que peuple juif,
de comprendre et transmettre cette histoire dans nos communautés. Selon Pew Research, la mémoire de la Shoah est le marqueur le plus important de l'identité juive pour les Juifs américains. 76% jugent cela essentiel, plus que la pratique religieuse, une vie éthique ou l'attachement à Israël. Et les Juifs britanniques partagent ce sentiment. La Shoah est l'expérience commune la plus puissante qui nous unit à l'échelle mondiale. Dans la pratique, dans une grande partie de la diaspora, cette identification se manifeste par une focalisation sur l'atrocité, sur les bourreaux, sur la machine de mort. Ce sur quoi on se concentre beaucoup moins, c'est la civilisation qui a été détruite, la vitalité, la vie familiale, l'érudition, l'humour. Et le résultat, c'est qu'aujourd'hui, beaucoup de Juifs en savent plus sur les nazis que sur le théâtre et la poésie yiddish, et plus sur Auschwitz que sur le monde de leurs propres arrière-grands-parents. Et cela signifie que ce qui unit la vie juive de la diaspora est défini en grande partie par la catastrophe plutôt que par la fierté. Je pense qu'il est temps d'élargir notre perspective, notamment sur l'histoire vaste et tragique vécue au fil des siècles à travers le monde, mais aussi sur les figures et les histoires qui témoignent de notre survie extraordinaire, de notre créativité, de notre obstination. Et pensez-y, avant la Shoah, 9,5 millions de Juifs vivaient en Europe. C'était une civilisation de savants et de poètes, de musiciens, de râleurs, de théâtres yiddish et de siècles de vie accumulés. N'enseigner que ce qu'on leur a fait, et non qui ils étaient, c'est caricaturer leur héritage et nous priver de la possibilité de le perpétuer où que nous vivions dans le monde. Une identité juive plus profonde et plus multiforme nous permettra de mieux identifier et de mieux répondre aux menaces qui pèsent sur elle, que ce soit par la loi, l'éducation ou d'autres moyens. Au-delà de cela, un message unique se dégage des chapitres sombres de notre histoire. Nous avons besoin d'une armée pour nous défendre et d'un État dans lequel construire des vies épanouies et heureuses. Ce n'est pas la seule raison pour laquelle nous avons besoin d'Israël et y avons droit, mais c'en est une qui ne peut être ignorée. Et toute l'existence d'Israël repose sur la renaissance et la rédemption, d'une manière qui, je pense, échappe à l'histoire de nombreuses communautés juives à travers le monde. Je dis cela en tant que personne fière d'être américaine et qui a grandi dans une telle communauté. Et il est frappant de constater qu'une enquête de la JFNA en 2025 a révélé que seulement 37% des Juifs américains s'identifient comme sionistes. Et pour moi, c'est le signe que l'histoire qui définit la vie juive moderne sur le plan collectif reste encore l'atrocité plutôt que le renouveau. Mais comme je l'ai dit, toute l'existence d'Israël a été construite sur le postulat inverse. La loi de la Knesset créant Yad Vashem a nommé ce jour Yom HaZikaron LaShoah Vela Gevura, la journée du souvenir de la Shoah et de l'héroïsme. Pas seulement les victimes, mais aussi les combattants, les partisans dans les forêts, les personnes qui ont résisté sans rien. Et c'était un choix délibéré. La leçon à retenir au-delà de la tragédie est celle du courage juif. Et l'État est né de ce courage et le concrétise. Chaque dirigeant israélien, de droite comme de gauche, a porté cette conviction. En 1981, Menahem Begin a ordonné la destruction du réacteur nucléaire Osirak en Irak. Cela a été condamné par le Conseil de sécurité et par l'administration Reagan. Menahem Begin a tenu une conférence de presse 2 jours plus tard pour affirmer qu'un autre holocauste aurait marqué l'histoire du peuple juif. Plus jamais, nous défendrons notre peuple avec tous les moyens à notre disposition. Cette déclaration est devenue une doctrine, bien qu'appliquée imparfaitement. Et nous le voyons à nouveau à l'œuvre lors de l'opération Lion-Levant en juin dernier, à travers l'opération Fureur épique en février. Parce que vous voyez, en Israël, peut-être ici plus qu'ailleurs, plus jamais ça signifie vraiment Am Israël haï. Cela m'amène à ce que je veux vraiment dire sur ce pays. En tant qu'Américaine et Israélienne fière, en pensant à Yom HaZikaron et Yom Ha'atzmaut la semaine prochaine, sous la menace d'un possible retour à la guerre. Pour de nombreux Juifs de la diaspora aujourd'hui, Israël paraît être une des raisons pour lesquelles ils sont visés. L'antisionisme est devenu le vecteur d'une grande partie de l'antisémitisme moderne. Mais je veux défendre l'argument inverse. Si vous êtes déjà allé à Yad Vashem, vous traversez l'architecture de la catastrophe et lorsque vous en ressortez, vous émergez face à un panorama de Jérusalem. Dynamique mais ancienne, vibrante de débats et de vie.
Nous regardons maintenant vers Yom HaZikaron qui a lieu la veille de Yom Ha'atzmaut, et une fois de plus, nous commémorons et pleurons nos sacrifices. Mais nous terminons cette journée par une célébration joyeuse de la renaissance et de la souveraineté. L'héritage de ce qui a été détruit, ainsi que de ce qui a survécu, est ici vibrant, fièrement et résolument vivant, et il se bouscule et se reconstruit dans les rues, dans les universités et autour des tables de Shabbat. Et si je devais réfléchir à la façon d'affiner les lois et les programmes éducatifs que nous avons mis en place pour lutter contre l'antisémitisme, je pense que je commencerai d'abord par comprendre ce principe, que nous devons apprendre que le courage, la capacité et la fierté sont les antidotes à l'atrocité et au statut de victime, que nous devons lutter fermement contre la haine des Juifs, quel que soit le déguisement moral qu'elle revendique, et qu'il y a une vérité inconfortable à affronter dans la nature éternelle de l'antisémitisme. Maintenant que le fait d'intégrer ce message signifie créer un ensemble différent de critères de réussite, réallouer des ressources ou même réformer la manière dont la Shoah est commémorée à l'étranger. Il nous appartient, ainsi qu'à une génération d'éducateurs et de dirigeants, de concevoir le nouveau programme qui inspirera la prochaine génération, et de faire de nous une lumière pour les nations, y compris la nôtre. Plus jamais ça est une prière, un engagement éthique et une aspiration. Mais la joie et le courage sans réserve d'Am Israël haï sont ce qui lui donne sa force. Le peuple juif vit. Je vous verrai la semaine prochaine.